transmettre, en fait, de mon côté, de vous transmettre et de vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que faire jouer les grands gabarits et comment les intégrer dans le jeu collectif, ça a été pour moi fondamental. Ça m'a permis d'aller vers le haut niveau. Et maintenant que je suis entraîneur, formatrice et aussi en responsabilité sur l'opération Avenir en Grand et les camps des très grands gabarits, on se rend compte que c'est crucial de faire jouer tout le monde, mais en particulier les grands, pour qu'ils puissent se développer, qu'ils restent dans l'activité. Hop, 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 madame, il n'y a pas de son pour tout le monde. Alors, il n'y a pas de son pour tout le monde, a priori. Il y a le son pour ceux qui ont activé l'écoute sur leur ordinateur ou leur téléphone. Ça ne vient pas de toi, de toute façon. Je pense que c'est un problème après de configuration des différents ordinateurs ou téléphones des invités. Ok, très bien. Donc je vais poursuivre. Donc voilà, je voulais me présenter aussi parce que peut-être tout le monde voilà, ne Ce truc. Ben oui, mais parce qu'ils coupent parce qu'ils mettent le micro de poser des questions sur un. Ben ouais, moi j'ai enlevé. Vous désactivez votre micro, c'est mieux, hein. Eh oui, bien sûr qu'il faut désactiver le micro. Ok, très bien. Isabelle, vas-y, excuse-nous, on t'a interrompu. Non, mais c'est pas évident, je comprends tout à fait. Donc moi, c'est ce que je fais en ce moment. Depuis 2010, avec l'opération des TGG, on travaille avec un groupe de Christophe Alardi, Jean-Philippe Fédy, Anna Kotokova, sur un travail de contenu, sur un travail de stage, de camp, dédié aux très grands gabarits. Donc, c'est plus spécifiquement les joueurs qui vont faire plus de 2,10 m pour les garçons à l'âge adulte et plus d'1,95 m pour les filles. Et on travaille avec des jeunes qui sont à partir de U13, U14, U15 jusqu'à U18. Donc des jeunes avec des prédictions de taille, des profils morphologiques des très grands, qui peuvent être très différents d'ailleurs. Et donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que au-delà de former des joueurs pour le haut niveau, parce qu'il en faut, les joueurs de grande taille, et c'est vrai que l'opération L'Avenir en Grand a permis de développer, de travailler, de développer sur des grands joueurs et des grandes joueuses qui sont nécessaires dans les compétitions internationales, sur lesquelles on s'appuie et qui permettent d'être compétitifs au plus haut niveau. Donc voilà, et mon background de joueuse, j'ai été joueuse internationale dans les années 2000, 90-2000, et effectivement, poste 5, joueuse poste 5, avec la chance d'avoir été dans une équipe des filles en or qu'on a remporté le championnat d'Europe en 2001. Donc ça fait déjà 17 ans que je suis passée dans le monde de l'entraînement. Et effectivement, pour faire le lien avec le sujet, il y a des choses qui ont dû être faites et qui sont importantes de faire concernant les joueurs intérieurs et les très grands joueurs. Il y a plein de monde. Donc j'ai préparé un PowerPoint.
Donc, je vais essayer de me transférer et de faire un partage d'écran. Ça ne marche pas à tous les coups. Donc, excusez-moi pour le temps de manip. J'essaye de nouveau. Et ma présentation ne s'affiche pas. Donc, je vais y arriver, hein, parce que tout à l'heure, ça marchait. Tout à l'heure, ça marchait. Isabelle, tu as un souci? Oui, j'essaye de partager ma présentation. Ça va le faire, attends. Normalement, tu peux le faire. Hein. Ouais, je peux le faire, mais il y a des choses qui s'affichent et pas ce que je veux en fait. Ah, mais c'est sur ton micro, ça. Sur mon micro. Oui. Non, mais là, ça marche pas du tout et je comprends pas. J'arrive plus à voir la... Ah, voilà. Ok, partage d'écran. Bah, il n'apparaît pas. Donc, je comprends pas. Parcourir. Est-ce que tu as ce que tu veux sur ton écran? Non, ça apparaît pas. J'ai une vidéo que je voulais lancer, effectivement, qui apparaît, mais la présentation en PowerPoint n'apparaît pas. Parce que même si je la mets comme ça, après j'ai plus... Ah, ça y est. Très bien. Est-ce que vous voyez à l'écran? Oui. Oui. Très bien. Donc, les spécificités techniques, pour faire un rappel, Christophe Alardi était intervenu sur un colloque de la FEB en 2018, si j'ai bonne mémoire. Exact. Et il y a eu un article qui retrace dans le journal de la FEB vraiment en détail les éléments, on va dire, de base avec lesquels on travaille sur les grands, qu'on peut travailler avec des grands qui sont débutants ou des très grands gabarits, les éléments techniques et sur les spécificités de ce poste de jeu. Les spécificités, c'est que un grand ou un poste 5, les espaces de jeu, c'est des espaces de jeu privilégiés où il peut s'exprimer effectivement des espaces de jeu au cœur de la raquette ou dos au cercle, en tout cas proche de la raquette. Les spécificités sont les attraper à une main avec une protection de la balle à l'oreille. Donc là, j'ai fait une petite liste des éléments que on aurait pu vous montrer en vrai. Mais je vais passer sur, au lieu de vous faire toute la liste, je vais vous montrer une vidéo qui a été montée par Cyril Marcos lors du dernier stage TGG qui a eu lieu aussi en 2018, en 2019, puisque cette année, avec le confinement, on n'a pas pu mettre en place. C'est un stage, le stage annuel se déroule au mois de mai. Et donc, montrer des images de joueurs que vous connaissez peut-être. Donc, il y a 3 joueurs, j'ai sélectionné 3 joueurs pour faire une petite mise à niveau du travail un peu plus spécifique pour ensuite pouvoir vous l'exprimer, vous expliquer un petit peu comment on peut les utiliser dans le jeu. Donc, je vais tenter techniquement de refaire la bascule sur la vidéo. Donc,
là, ça marche. Donc, je vais vous montrer une jeune fille, tout d'abord, qui est d'Île-de-France. Donc, elle s'appelle Jasmine. Alors, là, je me trompe dans les timings. Donc là, c'est Fanta, mais je voulais vous montrer le travail de Jasmine spécifique sur le jeu intérieur. Donc Jasmine qui est du club donc 1,91 il y a l'année dernière déjà. Donc Jasmine donc de la région parisienne, donc j'ai mangé son club. Elle a intégré le centre de formation de Bourges l'année suivante, l'année dernière. Et voilà, le niveau, son niveau il y a un an. Donc voilà, donc là la spécificité des attrapés à une main, les passes au-dessus de la tête. Donc voilà l'idée du travail 1 contre 0 hein, qu'on fait, mais on essaye aussi de le mettre en situation avec de l'opposition contrôlée et de l'opposition pour jouer. Donc le travail d'appel de balle, de prise de position, de travail voilà, sans dribble et avec dribble sur définition de tir crochet. Donc c'est ce travail technique, c'est ce qui nous paraît c'est le plus basique. C'est mettre les joueurs, faire travailler les joueurs dans des situations où ils peuvent s'exprimer. Donc le mic and drill, hein, c'est des exercices aussi d'aisance avec la balle, de finition, les désenchaînements à partir de situations proches du cercle et du jeu d'écran. Voilà, comment on joue autour des écrans, où les joueurs sont servis, les grands joueurs sont servis cœur de raquette sur les écrans. Le travail de fixation, on en reparlera tout à l'heure. Et on essaye toujours de travailler sur ces finitions tir-crochet qui sont vraiment la spécificité des très grands. Le deuxième joueur, et donc c'est donc Stéphane Théodore, c'est un joueur qui avait 15 ans, je crois, c'est ce qui a marqué l'année dernière, qui est du club de Nancy, donc 2,08 m. C'est un joueur qui est parti jouer aux États-Unis dans un lycée américain. Donc voilà, donc c'est les mêmes choses. Hein, le programme pour les garçons et les filles est le même. Sur ce stage, c'est qu'il y ait beaucoup de répétitions, qui se trouvent un petit peu d'aisance. Donc ceux qui sont un petit peu plus solides, des notions sur la prise de position préférentielle. Donc effectivement, le lancer franc, on voit le lancer franc, mais c'est effectivement un tir important pour les intérieurs, puisque si on les fait jouer à l'intérieur, ils provoquent en général des fautes. Et l'objectif, c'est de concrétiser sur les lancers francs. Donc voilà les images, les enchaînements. La balle doit rester haute, bien sûr, à chaque fois. Donc là, ils ne le font pas tout le temps. Hein. Mais l'enjeu, c'est de garder la balle toujours haute, que ce soit sur les rebonds, sur les attrapés de balles. Et là, sur aussi de la traversée de terrain. Donc ça, on va le voir aussi dans le jeu. La capacité à transiter, à traverser le terrain. Donc là, on voit que même s'il est très grand, il n'a pas de difficulté particulière pour le faire. Ça, les enchaînements en dribble, en protection. Jeu d'écran. Passe au-dessus de la tête. Les appels de balles proches du cercle, cœur de raquette. On enchaîne sur Yann, qui était au pôle espoir de Chalon-Reims l'année dernière. Donc 14 ans, 2 mètres, une envergure de 2,8 m. Donc ça, c'est aussi un élément important et on va le voir dans le jeu à mettre en valeur, une vraie force d'avoir cette envergure.
d'autant plus qu'on est très grand. Donc de nouveau, hein, c'est des images, c'est les mêmes exercices. Voilà, pour vous imprégner un petit peu, pour faire un petit rappel sur les spécificités du joueur intérieur. Ouais, l'idée, c'est d'être en équilibre, hein, sur tous ces tirs aussi, avec des reprises d'appui. Donc là, on voit Jean-Philippe Fédy qui apporte une défense adaptée. Et là, on travaille un peu plus de 1 contre 1, de duel. Travail de feinte, travail d'appui, des contrôles, de rebond également. Donc ça, c'est les fameuses claquettes qu'on aime bien faire parce que c'est un travail de coordination qui est important pour les très grands. Donc je remonte quand même l'exercice des claquettes basique. Donc il réalise très très bien. Pour certains, c'est beaucoup plus difficile. Lutte au rebond et la traversée de terrain pour un travail de transition défensive et se retrouver dans des situations où on est proche du cercle et être capable de marquer avec la pression défensive. Et le jeu d'écran sur le travail de fixation. Voilà. Donc je voulais vous présenter voilà, ce montage pour ensuite parler plus précisément de mettre comment on met le joueur en situation dans un collectif. Donc, je rebascule sur ma présentation. Le joueur intérieur, on peut l'utiliser dans le jeu sans ballon. Hein, on a commencé à le voir dans la transition, dans la fixation passe et dans le rebond offensif. Donc là, c'est une première façon de le faire jouer, sans parler de prise de position préférentielle, de lutte pour gagner sa place. L'idée, c'est de travailler sur des temps où le défenseur du grand est en aide, où il est en retard sur la transition, et de permettre qu'il soit un apport effectif dans le jeu. Ensuite, dans l'utilisation de haut cercle, donc effectivement, les passes hautes sont privilégiées, contrairement à ce qu'on voit beaucoup. Les grands, ils sont en haut, ils demandent la balle en haut, et c'est une vraie difficulté pour eux de venir la récupérer en dessous de la taille pour la remettre après en position de protection. Donc on systématise les passes hautes, et il y a deux situations. Le joueur reçoit la balle cœur de raquette, donc tout le travail de pivoter et autour du tir crochet qui permet sans dribble pour le coup. Et le repère, c'est si c'est une réception bordure raquette, par exemple poste bas, sur ce qu'on va voir un peu plus loin, le jeu peut se faire, c'est un jeu de lecture, en tout cas en dribble, donc soit vers le milieu de la raquette, soit vers les lignes de fond. Donc vous l'avez vu sur les images, où le joueur aussi peut être utilisé dans le renversement de la balle, donc sans dribble ou avec dribble. Mais ces éléments, je vais vous les illustrer par des vidéos que j'ai réalisées avec le Pôle Espoir et que je vous montrerai dans une deuxième partie. On a vu aussi qu'on peut utiliser le joueur intérieur dans le jeu d'écran. Donc voilà, bon, il y a des éléments techniques qui vont à tout le monde. Hein. Plus la pose d'écran est équilibrée, ciblée pour prendre le défenseur,
plus ce sera efficace. Et le très grand va lui demander d'aller au cercle en ligne droite pour justement se retrouver dans ce cœur de raquette, avec là où il y a un bon repère dans le demi-cercle de non-charge. Donc ce travail aussi, le jeu d'écran, c'est ce qu'on voit beaucoup. Effectivement, dans le jeu actuel, on utilise les très grands dans le jeu d'écran, à la différence où c'est surtout, ça sert surtout aux porteurs d'écran, mais la relation avec le grand n'est pas forcément toujours valorisée, ou il est servi dans des zones intermédiaires. Et effectivement, là, l'accent est mis de le mettre vraiment dans la zone de cœur de raquette pour que ce soit, pour qu'il puisse jouer vraiment sur ses points forts. La défense. Donc ça, c'est dans le jeu collectif. Je pense que c'est un gros point fort. Mais il y a des règles qu'il faut respecter pour ne pas mettre en difficulté les grands. Donc, on préconise sur les post-up des défenses de protection. Donc, le grand, il doit protéger le cercle, il peut venir en aide, et son envergure, justement, permet de vraiment être un point fort dans le jeu et dans la défense. Donc, effectivement, ne pas sauter, garder les bras en l'air. Et donc, ça peut paraître évident, mais musculairement, chez les grands et dans les habitudes de jeu, c'est quelque chose qui se travaille. Garder les bras en l'air quand on demande la balle et quand on défend également. Donc, ça permet de couvrir des espaces, ça permet d'être vraiment, de prendre un volume, de fermer des espaces, et sans parler des aides défensives et de dévier les trajectoires des attaquants, que ce soit son joueur ou dans les aides. Donc l'idée, c'est d'être dans les aides, sur non-porteur de balle, rester sur les lignes ballon-panier, reprendre le joueur en utilisant l'envergure. Donc c'est des consignes qu'on peut donner, et c'est pas défendre en zone, malgré tout ce qu'on peut entendre. Les consignes d'un très grand débutant, de lui dire tu sors pas de la raquette, mais tu joues en fonction de ton joueur. Ton joueur, s'il sort très loin, toi tu sors pas, mais tu utilises tes bras. Ça peut être un moyen, dans un premier temps, de ne pas le mettre en difficulté au niveau défensif. Sur le rebond, les repères sur le rebond, c'est pas forcément faire des écrans de retard, faire des grands demi-tours, mais contrôler avec l'avant-bras avant d'aller au rebond. Donc l'idée, c'est de donner, faire quelques aménagements, au niveau défensif, du fait de cette spécificité, pour que ça reste vraiment un point fort. Donc, la problématique qu'on rencontre, malgré tout, pour les joueurs de grande taille, c'est que le basket n'est pas adapté pour les grands, pour les jeunes quand ils sont grands. Parce que c'est un sport qui est technique, qui est rapide, qui est trop rapide. Et la différence, elle n'est pas forcément évidente à mettre en place. Malgré tout, même si l'efficacité du grand n'est pas là tout de suite, le fait de le mettre dans le jeu et qu'il ait un impact dans le jeu, ça permet de garder la motivation, ça permet de le faire progresser, et ça permet aussi aux autres joueurs de jouer avec des joueurs de grande taille. Nous, ce qu'on a l'habitude de penser, entraîneur, c'est effectivement un joueur de grande taille se développe plus lentement, parce que c'est un joueur qui grandit jusqu'à 15, 16, 17 ans, donc il change constamment. Donc pour fixer les apprentissages, c'est très difficile. Donc on est resté un petit peu sur ce mode de pensée, de dire c'est normal que ça prend du temps, et un joueur de très grande taille, il est mature à 25, 26, 27 ans. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans les autres pays, que ce soit la Lituanie, la Turquie, la Serbie, dans
ces autres pays, l'Espagne, les joueurs de grande taille, ils sont opérationnels à 20 ans. Ils jouent dans les championnats, ils jouent en équipe nationale à 20 ans. Donc, il faudrait peut-être s'interroger sur le fait que c'est peut-être pas un problème d'apprentissage, d'intégration, mais c'est peut-être le fait que dans les petites catégories, ils ne jouent pas. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on voit. Quand il faut être compétitif sur les matchs de comité, sur les tournois intercomités, et ces grands, finalement, ils jouent 2-3 minutes par match. Et quand ils passent en U15, ils jouent 4-5 minutes. Et quand ils passent en U17 ou U18, ils arrivent aux 10 minutes par match. Donc effectivement, il y a un décalage aussi dans le développement, dans les progrès, s'ils ne sont pas sur le terrain, parce que ça ne sert à rien de s'entraîner 10 heures par semaine si on ne peut pas mettre à profit le match en compétition, enfin dans la compétition, on ne progresse pas et on n'est pas adapté et on ne franchit pas les étapes de manière, on va dire, rapide. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est le fruit d'une réflexion et ce n'est pas très original. C'est le fruit de réflexion du groupe de travail des TGG. Voilà, ça donne quelques indications. C'est très basique, mais c'est vrai que les tendances actuelles du jeu small ball, peut-être faute de très grands, parce qu'il y en a moins, effectivement. Tout le monde n'a pas de très grands ou de grands vraiment dans toutes les équipes. Ça fait un peu oublier les fondamentaux du poste 5, l'utilisation des espaces proches du cercle, l'utilisation du jeu en altitude. Voilà. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est comment mettre les joueurs dans la relation du jeu à deux pour faciliter et pour que le joueur vraiment ait un impact et qu'il soit performant rapidement. Donc, dans un premier temps, vous avez commencé à le voir sur les images, la transition offensive. Donc, c'est une forme de transition offensive. Il y en a beaucoup, mais sur cette forme, on peut utiliser le joueur. On s'aperçoit aussi que les joueurs de très grande taille deviennent aussi de plus en plus athlétiques. Ils sont capables de traverser le terrain. Et voilà, et de penser qu'il faut attendre que le grand arrive, finalement, on n'attend pas tant de temps que ça. Les générations ont vraiment évolué sur le plan athlétique et les joueurs peuvent courir et se mettre dans ce type de situation. Donc effectivement, c'est recevoir couper cœur de raquette en fonction du jeu. Si le jeu n'est pas allé au bout dans un premier temps. Donc au niveau, les attentes, c'est l'appel de balle, passe haute, attraper face au passeur, se rééquilibrer, tir crochet. Et on peut aussi enchaîner en fonction du défenseur, une feinte, un tir crochet opposé. Donc c'est jouer avant que la défense soit installée, jouer avant que le défenseur, les espaces sont plutôt ouverts. Donc je vais l'illustrer par une vidéo que j'ai réalisée exactement hier avec le groupe du Pôle Espoir de Vichy, le groupe Garçon. C'est son exprès pour que ça le dérange Alors, dans ce groupe est composé de 11 joueurs et notamment, depuis cette année, un joueur de très grande taille puisqu'il fait 1m94 et il a encore 13 ans. Voilà, je voulais illustrer de manière. Il y a des grands, il y a d'autres grands, Evan Pichelin, Thierry Bouquet, que vous verrez qui confie de joueur numéro 5. Mais vous ne le verrez pas à l'image parce qu'il s'est blessé le jour même. Donc, il a plutôt observé que participé au travail. Donc, l'illustration sur le jeu de transition, je vais voir si je peux lancer. Oui. Alors.
Je ne sais pas comment vous le voyez, c'est peut-être saccadé. Moi, je le vois de manière saccadée. Donc, la recherche du jeu intérieur et tiers. Donc là, il y a deux situations. Je vais essayer de la rejouer, mais j'arrive pas à passer sur l'écran précédent. Ah si, c'est bon. Je pense pas que vous l'ayez bien vu. Voilà, là on voit le travail de le couper cœur de raquette, hein, si c'est possible, hein, parce qu'après, en fonction de la défense, il y a différentes adaptations qui peuvent se faire. Donc passe en l'air, travail pivoté, tir crochet, bon voilà, c'est assez basique, mais ça peut être une façon de rechercher le joueur quand la contre-attaque n'est pas possible. Donc ce que j'ai utilisé à partir de cette situation, j'ai imaginé une transition offensive en rapport avec la défense et la manière dont les joueurs peuvent défendre sur cette transition défensive. Mais c'est dans le but d'une présentation. Tous ces éléments peuvent être sortis d'une transition défensive et appliqués dans une forme de jeu, dans un jeu de principe ou dans une forme de jeu un peu plus structurée. Donc, je suis désolée, là, je suis passée un peu trop vite. Donc, on a vu le joueur de transition. Dans cette transition, si le joueur ne peut pas avoir la balle cœur de raquette, j'ai des soucis, je suis désolée, je perds la main de temps en temps sur le... Donc, je vais faire des pauses. Donc, si le joueur ne peut pas avoir la balle proche du cercle, il va la demander à cheval sur le rectangle blanc, là, à mi-distance de la raquette, là, de la ligne de fond et des lancers francs. Et là, on peut utiliser le grand dans une action de passeur. Là, je suis désolée parce que je perds. Bon, je veux faire des pauses et à chaque fois, ça me change. Je suis désolée, ça me change de diapo. Donc, je vais le lancer sans arrêter, parce que là, je perds la main à chaque fois. Je perds la main à chaque fois. Donc, vous avez le petit schéma normalement qui correspond au... Voilà, donc passeur, il peut passer au-dessus de la balle sur une relation côté ballon, sur une coupe côté ballon. Il peut passer la balle, voilà, donc ça c'est la même action. Le joueur intérieur peut être passeur justement aussi pour renverser la balle sur un jeu à l'opposé. Donc là, après une fixation et l'enchaînement de l'action. Et si sur un jeu de transition ou sur une coupe, la passe intérieure est on va dire, est empêchée, on peut se retrouver dans un jeu en triangle. Et là, on est dans le jeu à 3 avec le joueur intérieur. Donc ça, c'est des choses assez basiques qui peuvent être mises en place sur des temps forts. Mais effectivement, comme je dirais en conclusion, sur tous ces trajets, sur toutes ces positions, il faut vraiment que les joueurs aient la volonté de donner la balle. Parce que c'est ce qui est vraiment la clé. Le jeu en dribble autour avec les intérieurs, donc de fixation passe. Donc on a isolé une situation où il y a du jeu sans ballon, du joueur intérieur et une relation avec le grand également, voilà, dans les espaces opposés. Donc
fixation, le joueur est à l'opposé et l'idée c'est de se présenter toujours cœur de raquette, proche du demi-cercle de non-charge pour recevoir la balle avec une passe en l'air. Dans le jeu en dribble pour les intérieurs, une autre situation, donc on repart d'un renversement. Si le joueur vient vers le... Désolé. À chaque fois que je veux arrêter, ça me change de diapositive. Alors, je vais avoir la main pour revoir la situation. Voilà, donc sur la fixation, on isole ce temps, passer sous la raquette, se retrouver et se repositionner sur un tir crochet. Là, il y a une autre situation de fixation passe. Là, pour le coup, c'est quand le dribble, la fixation vient dans l'axe. Donc là, bon, ligne de fond, d'accord, mais c'est comme ça. Donc on revoit la situation. Et normalement, j'ai pas la bonne vidéo, mais on aurait dû voir le joueur. Donc on remonte la situation, on aurait dû voir le joueur. Bien sûr, ça marche pas. Donc désolé encore. Et en plus, j'ai pas la main tout de suite. Voilà, le joueur aurait dû. Si le joueur peut prendre le milieu de la raquette, le meneur, en prenant l'intérieur de la raquette, il va effectivement aller vers l'intérieur et l'intérieur doit être en mouvement pour offrir une solution de passe avec l'intérieur. Donc c'est pas très évident à démontrer. N'hésitez pas, on prendra un temps. Effectivement, on a le temps de prendre un moment pour répondre à vos questions, pour être un petit peu plus précis. Mais l'idée de base, c'est que sur la fixation, sur les jeux de fixation passe, sur des formes et dans le jeu à deux, l'idée c'est de justement trouver des solutions avec le joueur, le grand, qui est en mouvement, mais sur des mouvements qui ne sont pas très importants en termes de longueur, et qui restent des mouvements qui s'effectuent dans la raquette. Donc au niveau des faiblesses pour les grands gabarits, pour résumer un petit peu les propos, leur difficulté, c'est des problèmes d'équilibre dus à leur centre de gravité qui est haut. Donc pour les grands débutants ou pour les très grands, on ne met pas en place forcément du jeu posté tout de suite avec les grands puisque musculairement ils ne sont pas équipés. Ils n'arrivent pas à résister au contact. Donc ça, c'est un travail qui se fait au fur et à mesure. Le problème des longs segments, c'est que c'est une force, c'est une faiblesse, malgré tout, puisque le ballon, quand le ballon est au bout de leurs grands bras, forcément, mécaniquement, il est plus lourd que pour quelqu'un d'autre. Donc, sur tout le travail de tir crochet, on s'expose aussi à ces difficultés. Le manque de coordination entre le haut du corps, le manque de force, le gainage, donc ça c'est tout un travail aussi à faire en parallèle de formation physique pour ces grands, notamment aussi un travail aérobie, puisque l'idée, si on veut le faire jouer plus de 2 minutes ou 3 dans un match, ou 2 minutes par quart-temps, il faut qu'il soit capable de tenir 5-6 minutes de suite en faisant des allers-retours et vraiment en s'adaptant. Le grand doit au fur et à mesure s'adapter au rythme du jeu et pour ça il faut aussi qu'au niveau cardio il puisse le faire. Effectivement, on peut pas jouer sur l'explosivité pour eux. Donc, c'est pas leur point fort puisque le développement musculaire est un petit peu plus long.
Et avec tout ça, la singularité qui est souvent moquée, et pour eux, le basket, c'est un endroit où ils peuvent s'épanouir, où si on les intègre, si on voit leur point fort, si le coach met en avant que l'équipe sera plus fort en jouant avec lui, c'est quelque chose qui peut développer la confiance et apporter un vrai plus en termes de développement mental. Bonjour, j'avais une question. Je n'ai pas tout à fait terminé. Désolée, gardez votre question. Et non, ou allez-y, allez-y. On va faire comme ça. Ma question, c'était par rapport on voit souvent sur les entraînements, les grands qui aiment bien s'écarter, prendre des shoots, etc. etc. Vous avez parlé tout à l'heure de ne pas les mettre dans le jeu posté tout de suite. Et en plus, dans le jeu moderne, là, actuellement, on voit quand même pas mal de grands qui s'écartent, des Lauvergne, des joueurs comme ça qui peuvent tirer de loin. Comment vous le gérez dans la formation du joueur? Est-ce que des joueurs qui aiment bien shooter, vous les encouragez? Est-ce que vous leur demandez plutôt quand même de garder une sorte d'efficacité près du cercle? Comment on gère ça, les grands qui aiment bien shooter? Ou est-ce que dans la formation d'aujourd'hui, on le développe aussi de plus en plus, selon vous? Il y a différents profils de joueurs de grands, en fait. On peut avoir des grands qui sont très coordonnés, qui n'ont pas de difficultés psychomotrices et qui ont effectivement envie et aiment tirer à l'extérieur et être comme les autres, en fait. Donc voilà. Donc pour ces joueurs, effectivement, on va pas leur dire non, tu restes dans la raquette. Mais évidemment, ils peuvent aussi développer des choses parce que tout ce qui est tir proche du cercle est vraiment, comment dire, tirer profit de sa taille, faire une différence par rapport à, parce qu'on a cette force-là que je vais parler par la suite, c'est quelque chose à faire en plus. Quand on travaille après, effectivement, quand on s'entraîne tous les jours, moi je pense aux jeunes qui sont en pôle. Jorick Foltin, je vous parlais de ce jeune qui fait un 94 à 13 ans. Les contenus spécifiques, on va dire, où il joue plus proche du cercle, on commence juste à les travailler maintenant. L'idée, c'est qu'ils se développent comme les autres, s'ils en ont la capacité. Après, si au niveau technique et moteur, ils sont trop en difficulté dans un développement comme les autres, du jeu face au cercle, du travail de tir extérieur, s'ils sont trop en difficulté, et ça peut être un frein, à ce moment-là, on les met sur du travail spécifique plus tôt. Mais on ne va jamais brider quelqu'un qui a qui est à l'aise même avec la balle, qui est très grand et à l'aise avec la balle en main sur les 1 contre 1. On ne va pas le brider, mais on va lui apporter des outils supplémentaires ou proches du cercle. Il a aussi un avantage. En fait, ça dépend beaucoup des profils. Et après, dans l'évolution de la formation d'un joueur, on a toujours des préférences. Vous parliez de l'Auvergne, je crois. De Geoffrey Lauvergne. Ça, Geoffrey Lauvergne, oui, c'est ça. Voilà. Donc Geoffrey Lauvergne donc Geoffrey Lauvergne, il est passé par le pôle d'Auvergne. Voilà. Et donc Jean-Marie de Ganis, qui était responsable du pôle à l'époque, a travaillé avec lui. Et effectivement, lui, il était plutôt sur ce profil. Et au fur et à mesure de sa carrière, à 2,5 m, on n'est pas sur des profils de 2,15 m. Et effectivement, comme beaucoup de joueurs, on peut s'écarter. Après, on peut on va dire l'avantage de taille proche du cercle peut se compléter par aussi être en capacité de s'écarter, de tirer à 3 points. Également, moi j'ai eu beaucoup de plaisir d'évoluer dans ce type de jeu parce que les joueurs ne s'attendent pas,
voilà, à ce que des grands puissent tirer et puissent être adroits très loin. Donc, voilà, c'est une arme supplémentaire dans le jeu. Mais il y a des priorités. Voilà, en fonction, les priorités, elles doivent être faites en fonction de l'état du joueur, de ce qu'il peut faire, et que ce soit voilà, pour le mettre en confiance, ou s'il n'y a pas besoin, aller un petit peu plus vite dans la progression et voir tout le panel comme pour des joueurs extérieurs. Merci. Donc, le jeu avec un grand est quand même différent, je trouve, et plus riche. Quand on parle de fixation dans le jeu intérieur qui permet de libérer les joueurs extérieurs, on peut aussi travailler sur le renversement du jeu avec le joueur intérieur, que ce soit poste bas ou sur un renversement tête de raquette ou au-delà. Donc voilà, c'est vraiment un point fort, et ça permet de varier le jeu, de poser des problèmes parce que toutes les équipes n'ont pas de grands joueurs de grands gabarits. Donc quand on en a un, autant voilà, faire la différence. Les segments très importants et très valorisants dans tout le travail de rebond, dans tout le travail de défense, dans tout le travail de passe, donc, et la vision du jeu. Le joueur, en rigolant, mais pas tout le temps, moi j'aime bien dire que le joueur intérieur, c'est le meneur de la raquette. Donc effectivement, on peut passer par le grand dans le jeu pour rendre le jeu beaucoup plus facile et mettre les joueurs extérieurs en valeur. Donc on voit beaucoup une faible utilisation des grands joueurs, et moi je suis persuadée qu'en ayant un petit peu les clés, voilà, des choses très basiques, très simples, dans les fondamentaux du jeu collectif, hein, du pré-collectif, dans tous ces fondamentaux, on peut vraiment avoir des résultats immédiats. On peut gagner avec des grands, que ce soit en U13, en U14, en U15, dans toutes les catégories. Il faut savoir l'utiliser d'une certaine manière pour le mettre en valeur, et surtout avoir la volonté de le faire. Il y a des principes à mettre en place et de la technique à travailler, voilà, en parallèle, mais ça peut avoir vraiment un effet qui va, voilà, au-delà de la performance immédiate ou de la performance à moyen, long terme, mais aussi ça peut être un vrai enjeu au-delà du basket, parce que ces profils de grands, quand on est différent, forcément, on n'est pas forcément accepté, on est plutôt moqué, et de pouvoir s'épanouir dans un sport, voilà, c'est gagnant-gagnant, parce que le sport a besoin de très grands, et les grands peuvent aussi avoir besoin du basket pour s'épanouir. En tout cas, ça a été le cas pour moi, et pas seulement parce qu'il est là, mais je voulais remercier de nouveau Gaëtan Le Brigand, parce que dans mon parcours, c'est lui qui m'a mis sur le terrain de basket. Et il était coach, donc il a été cadre technique en Auvergne. Il m'a entraîné dans les sélections. Et quand il est passé entraîneur du club de l'ASM à 16 ans, c'est lui qui m'était sur le terrain, et je jouais 20 minutes par match. Donc ça fait vraiment écho à ce que je crois, et au fait de mettre les gens, de donner, de faire confiance. Et quand on donne sa confiance, les joueurs la reçoivent et en font beaucoup. Ils font beaucoup de choses avec de la confiance. Donc voilà, je crois beaucoup à ça. Et effectivement, c'est pas forcément adapter le jeu, c'est utiliser les fondamentaux du jeu dans les bons espaces avec des techniques appropriées pour que votre équipe puisse performer, et encore plus avec des joueurs de grande taille. Très bien. Isabelle, est-ce que tu as fini
ton intervention. On peut passer à des questions-réponses. Tout à fait, tout à fait. Je vais donner Laurence. Tu peux activer ton micro Oui. et voir si tu as des Vous synthèses. m'entendez? Alors, la première question, elle est purement pratique. Il y a des gens qui ont demandé s'il y aurait possibilité de récupérer le PowerPoint. Voilà. Donc, je pense que ça doit être faisable pour les adhérents à FEB de le rendre disponible, enfin, si Isabelle est d'accord, de façon à, comme ils n'ont pas pris de notes, à pouvoir avoir le document écrit. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite... Isabelle, tu es d'accord? Oui, oui, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Ok, super. Voilà, il n'y a pas de souci. Après, techniquement, il y a des vidéos. Pascal a proposé que les vidéos soient accessibles sur le site de la FEB aussi, si Isabelle est d'accord, parce qu'elles étaient très saccadées, en fait. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça, c'est là. Il y avait les petits schémas, mais les joueurs en vidéo, on les voyait moins bien. Voilà. D'accord. Il y a eu une question sur un travail spécifique. Est-ce qu'il y a des séances spécifiques en musculation pour les grands? Voilà. Et comment on travaillait la coordination pour ces grands gabarits? Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a un coach relou, mais je crois que j'ai reconnu qui c'était. On pourra lui poser des questions après, quand ce sera son tour d'intervenir, qui était plus sur, là, mais je vais le laisser peut-être prendre la parole, sur le travail technique individuel par rapport au type de tir. Le tir en post-up est celui qui rapporte le moins de points par possession. Donc, est-ce qu'il ne faut pas mieux développer pour les grands la capacité à passer, driver, mais je crois que tu es revenu là-dessus pour la fin de ton intervention où tu disais que le grand était le meneur de jeu de la raquette. Peut-être ça répond partiellement à cette capacité à passer. Et voilà. Donc voilà les questions pour l'instant. C'est un peu tout ce qu'il y a eu. Et puis Sébastien Vial aussi qui a posé une question, mais peut-être comme il n'y en a pas beaucoup. Je vais le faire en direct. Voilà, exactement. C'est ce que je proposais. Sébastien, tu peux prendre la parole. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour, oui. Très bien. Bonjour Isabelle. Petite question, c'était concernant la défense sur intérieur lors des relations de passe extérieur-intérieur. Est-ce que tu préconises chez les jeunes d'abord et après chez les adultes, est-ce que tu préconises plus de rester derrière, d'être en trois quarts ou de passer devant? Alors, le principe de la défense des très grands, c'est de ne pas les mettre en difficulté et effectivement de protéger la raquette. Donc, en termes de mobilité, pardon, en termes de mobilité. C'est pareil. Comment? Non, c'est bon, je t'entends. En termes de mobilité, les très grands, c'est pas les qualités qu'ils ont tout de suite quand ils commencent le basket ou un peu plus tard. Donc c'est pas vraiment leur point fort. Donc l'idée c'est de défendre plutôt derrière. On peut défendre derrière ou trois quarts. L'objectif du grand, de toute façon, c'est de gêner et faire que le joueur son adversaire, il est en face de lui on va dire une montagne et qui doivent tirer au-dessus de cette montagne. Donc l'objectif, c'est qu'il soit toujours entre son joueur et le cercle. Donc c'est une place plutôt derrière. Ça, c'est pour la notion de duel. Mais après, dans la notion de duel, tu peux rentrer dans la notion collective et sur les aides défensives à l'opposé. Oui, tout à fait. Donc ça, si ton TGG quand même, on va dire, à l'aise sur les appuis, même sur la dissociation, tu peux le faire passer devant et avec une communication visuelle par rapport à l'opposé, de se mettre dans l'axe du panier, de l'autre intérieur par exemple. Moi, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Parce que tu le fais sortir de là où il peut être fort, tu le fais sortir de la raquette. Et justement, s'il y a un renversement, si la passe n'est pas possible, le temps qu'il retourne et qu'il fasse le tour du défenseur, il peut être bloqué par le défenseur et il sera plus dans des positions favorables pour l'aide. Donc, nous, on a tendance à ce qu'il reste sur la ligne ballon-panier
et qui soit en protection plus que La raquette. Que passer, ouais, dans la raquette, D'accord. plus que de passer devant, que d'empêcher. Parce que, voilà, un joueur plus petit, c'est un intérieur qui est plus petit, justement, on va lui demander de passer devant pour vraiment gêner, perturber, pousser le joueur intérieur, le sortir de cette zone. Parce que, voilà, parce qu'une fois qu'il est derrière, si le joueur, c'est trop tard, quoi, c'est pas possible. Mais contrairement à ça, un très grand, on va plutôt le mettre en protection et derrière. D'accord. Et à un niveau supérieur, donc Oui. au-delà de U20, qu'est-ce que tu préconises? Même situation où après, ça dépend aussi les contextes du match. S'il y a des mismatchs s'il joue avec beaucoup de petits, après, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Mais sinon, qu'est-ce que tu préconises? Dans la majeure partie des cas, c'est derrière, 3/4 ou toujours devant? 3/4. Après, derrière ou 3/4, c'est en fonction de la mobilité des gens. Mais dans l'idéal, c'est être 3/4. C'est être 3/4. Et si la balle est reçue du côté opposé, c'est se mettre face au joueur avec de la mobilité d'appui pour être toujours entre lui et le cercle. Donc c'est plutôt une défense 3/4 qu'une défense devant. D'accord. Ok, bon, tu as répondu à ma deuxième question qui était à haut niveau. À haut niveau, il reste toujours derrière. Donc je pense que c'est la raison du pourquoi. Voilà, après, ça dépend vraiment des profils. Mais effectivement, le très grand, où voilà, on parle plus de 2,10 m, faut plutôt le laisser dans la raquette. Il peut se mettre, on va dire, dissuader un peu les relations de passe en 3/4. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de le laisser dans la zone de confort. Pas forcément la zone de confort, mais là où il est le plus fort, en fait. Parce que s'il est devant le shooter ou s'il est devant la personne qui fait le 1 contre 1, il va plus le gêner que s'il est derrière. Donc, il faut vraiment prendre en compte cet aspect d'envergure, cet aspect de présence défensive qui dévie les trajectoires, qui contre. Et surtout, est présent sur le rebond défensif aussi, il ne faut pas l'oublier. Parce que si tu te fais avoir avec tes derrière, tu es au rebond. Voilà, donc tu gênes le tir, tu contrôles le rebond et tu prends le rebond. Bon, voilà. Ok, merci. J'ai une autre question. Peut-être que Jean-Christophe Prat veut prendre la parole. Il avait intervenu. Il a des choses. Question. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour Jean-Christophe. Après, il y a un autre intervenant à qui je donnerai la parole. Tu m'entends, Isabelle? Oui, je t'entends. Bonjour. La tendance aujourd'hui en NBA, c'est plus de post-up. Pour une raison simple, c'est qu'on est un sport de statistiques. Aujourd'hui, c'est le tir qui rapporte le moins de points par possession. Je me pose la question si aujourd'hui, dans la formation du jeune joueur, notamment du grand, on ne doit pas, jusqu'à la catégorie U16, ne les faire travailler que comme des extérieurs. J'avais eu la chance d'aller en Serbie et de voir la génération 87-88 et notamment McVan, qui était un intérieur serbe qui était déjà à 2,6. Je ne l'avais jamais vu travailler sur 3 semaines un mouvement de haut panier. Il n'était que la balle en main face au cercle. Donc, j'ai pas de réponse à ça, hein, c'est juste un questionnement. Aujourd'hui, c'est en plus l'évolution du jeu. Et encore une fois, hein, tout est un rapport de points par possession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, j'ai Ismaël Kamagaté qui est à 2,11. Il est à 0,33 points par possession. Par contre, sur pick and roll, il est à 1,3 par possession. Donc, je travaille quasiment aucun mouvement de dos au panier avec lui. Et c'est un gamin qui a 19 ans. Tu vois, ça m'interpelle tout ça parce que
J'ai encore l'exemple de Rudy Gobert, qui a été formé à Cholet Basket, qui est parti en NBA sans savoir faire un lay-up et sans savoir jouer un post-up. Et qui aujourd'hui, je pense, ne sait pas plus jouer un post-up ni faire un lay-up. J'ai pas de réponse à ça. J'aimerais bien tu développes parce que je n'entraîne pas dans ces catégories-là et ben voilà, ça m'interpelle. Oui, mais oui, c'est une bonne question. C'est effectivement hein, la remarque, c'est que le basket, comme toute activité, est sujet à des effets de mode et effectivement des analyses statistiques. Mais c'est est-ce que on n'est pas efficace dans le jeu posté parce que peut-être on l'a pas assez développé ou on l'a pas assez joué, développé techniquement pour les joueurs et collectivement se servir de savoir donner la balle en post-up. Si c'est pas ça ou si c'est voilà, est-ce que est-ce que ça peut pas être une raison? Moi, je te rassure, comme je le disais aussi hein, au pôle, sur les catégories donc U14, U15, le travail spécifique, on le fait, voilà, on a commencé à le faire la semaine dernière. On est rentré en septembre. On a passé 8 semaines sans travailler de manière spécifique. Et pourtant, j'ai un très grand qui, en travaillant la même chose que les autres, il était suffisamment, il était un peu brut, quoi. Mais il y a une vraie évolution de travailler comme les autres. Et maintenant, bah, l'idée, c'est de le rendre encore plus performant par rapport à sa spécificité. Mais effectivement, il y a une tendance. Et voilà, moi, c'est la question que je me pose. L'idée, c'est pas d'en faire. Il y a des profils de joueurs intérieurs aussi. Et comme je le disais, il y a des très grands qui ne peuvent pas s'adapter, s'entraîner comme les autres tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le met complètement à part sur de la travail technique, technique individuelle, du développement moteur, de la préparation physique, gainage. Mais au bout d'un moment, quand il est au basket, c'est pas ce qu'il recherche. Lui, il veut jouer, il veut se mettre avec les autres. Donc l'idée de contenu un petit peu jouer autour des grands, jouer avec les grands, les intégrer, c'est pas que sur du fixation passe. Ça peut être dans le jeu d'écran également. J'en ai parlé. Ça peut être en le mettant dans l'efficacité, dans le jeu, dans les relations de passe, en le valorisant sur les prises de rebond, ce genre de choses. Mais moi, je pense que vraiment, si on manque d'efficacité dans le jeu posté, c'est qu'on l'utilise moins et on ne le travaille pas. Mais voilà, c'est une tendance. Voilà, et je pense que la tendance, si on sait faire et vu qu'on joue contre des équipes qui sont formatées différemment, eh ben on peut avoir un vrai avantage de revenir au jeu posté. Mais voilà, moi je ne vous ai pas parlé que de jeu posté, hein, je vous ai parlé de jeux en mouvement, de jeux de travail fixation passe, mais avec la volonté de donner la balle au vent. Pas juste de le regarder et de lui dire je t'ai vu. Quoi. Isabelle, excuse-moi, mais on est un peu contraint par le temps. Il y a une dernière question d'un invité, Abdessamad, je vais lui donner la main, puis après, si tu peux répondre de façon assez rapide, on passera à la deuxième sujet, si personne ne voit d'inconvénient. Donc je vais lui donner la main. Abdessamad. Bonjour. Bonjour. Merci de me donner la parole. Merci Isabelle. Merci à vous tous. Bonjour tout le monde. Bon, moi, mon intervention, c'est dans le même sens que mes collègues. C'est par rapport, aujourd'hui, vous avez parlé de joueurs de 2 mètres qu'on va mettre dos au panier, tout ça. Donc moi, ma question, c'est quand est-ce qu'on va avoir en France des meneurs de 2 mètres? Et est-ce que ce joueur-là qui fait 2 mètres ou qui va faire 2 mètres 5
et qu'on va former un jeu intérieur classique, quand ils se retrouvent dans les joutes européennes contre des équipes où les meneurs font presque 2 mètres et que les intérieurs font plus de 2,15 m, bah, on voit l'absence et les résultats dans les différents championnats européens, notamment hier, hein, pour ne pas aller loin, montrent qu'on est en retard. Si on se retourne un peu vers l'Est, notamment la Serbie, tout ça, enfin l'ex-Yougoslavie, on voit qu'il y a des joueurs qui font 2 mètres, qui jouent à la main ou même plus. Lorsqu'on regarde un Anthony Randolph du Real Madrid, on oublie que c'est un joueur qui fait 2,11 m. Et voilà, quand est-ce qu'on aura des joueurs comme ça dans le championnat de France? Voilà, merci. En fait, je pense pas qu'on se trompe beaucoup sur la formation des grands, parce que je le disais hein, en début d'intervention, là on parle de grands, c'est des joueurs qui sont prévus à plus de 2,10 m et 1,95 m chez les filles. Donc dès U13, on arrive à connaître avec les prédictions de taille, avec l'expérience, les morphologies, et un joueur qui va faire 2 mètres et qui est meneur, à 13-14 ans, il a quand même des habiletés balle en main qui te font dire que même s'il est grand ou qu'il va être grand, on ne le met pas dans la case joueur de plus de 2,10 m. Donc on n'a pas ce problème. Et en fait, pour travailler sur les catégories jeunes, on spécifie pas tant que ça. Hein. On spécifie pas le travail à outrance, à part les joueurs qui sont vraiment très grands et très en difficulté. Mais on fait travailler tout le monde dans les pôles, dans les centres de formation, vraiment sur des qualités, on va dire, sur des fondamentaux généraux et pas spécifiques des U13, des U14, des U15. Donc on a des joueurs de grande taille à la main. Hein, moi je me rappelle d'Antoine Rigaudot, mais je pense qu'il y en a, il y a des joueurs, des meneurs de 2 mètres dans le championnat français. Et